Zaid joue dans la forêt comme les enfants de son âge, avec ses parents et son petit frère Youssef. Pourtant, derrière son sourire se cache une grande souffrance. Il y a quelques mois, il a fui la guerre en Syrie avec sa famille avant de s'installer en Suisse. Du haut de son camp ennemi, il a été témoin de scènes atroces. Un traumatisme dont il porte les marques au quotidien. Son père, qui a déjà échappé à la guerre une première fois en Palestine, espère mettre un terme à la souffrance psychique de son enfant. Le premier sentiment que j'ai eu lorsque je suis arrivé en Suisse, c'était une grande joie. C'était la première fois de ma vie que j'avais le sentiment d'être dans un lieu sûr et aussi heureux de quitter la guerre. La peur permanente, le matin, le soir. La peur d'être tué, d'être kidnappé, soit moi ou ma famille. Donc pour moi, arriver en Suisse, c'était une immense joie de sécurité. Le plus important pour moi, c'est la santé de mon fils Zen. Il a beaucoup souffert à cause de cette guerre quand il était en Syrie. Il a très mal vécu la guerre. Et maintenant, il porte sur lui toutes les conséquences de cette guerre. En ce moment, il suit une psychothérapie avec un psychologue. Et j'aimerais bien que mon enfant ait une vie normale, comme tous les enfants, qu'il s'amuse, qu'il puisse jouer avec d'autres enfants. Ça, c'est une chose qui nous rend tristes. Zen dort mal. Zen dort très mal la nuit. Il ne parvient pas à dormir 2 heures de suite. Il se réveille chaque heure et pleure pendant au moins 15 minutes et après il s'endort à nouveau. Ça, c'est très malsain pour lui et c'est aussi très difficile à gérer pour nous, car nous devons toujours être à ses côtés. Aussi pour aller jouer avec d'autres enfants dehors, car il ne joue jamais avec d'autres enfants. Nous devons être tout le temps avec lui. C'est seulement quand il nous regarde qu'il se sent en sécurité. Autrement, il ne joue pas. C'est triste, très difficile, très difficile. La personne qui a remarqué en premier les problèmes de Zen a été ma mère. Elle a vu qu'il avait des choses dans son développement qui n'étaient pas normales. Mais en Syrie, nous n'avions pas la possibilité de nous rendre chez le médecin et de faire un suivi. Ce n'est qu'à notre arrivée en Suisse que nous avons pu le traiter, notamment pour ses comportements très hystériques. Comme vous le savez, la guerre en Syrie a détruit tout. Et tous les enfants des Syriens, c'est sûr et certain qu'ils ont besoin d'un suivi médical. Les enfants ont vu des personnes mortes, ils ont vu des missiles, des bombes. Ils ont vu de leurs propres yeux comment le pays a été détruit, comment les villes ont complètement disparu. Aujourd'hui, Z est pris en charge par le service psychiatrique de l'enfant et de l'adolescent, la Guidance, à Genève. En compagnie de l'interprète Ali Mohamed, la famille participe à une consultation trialogue, une routine pour le corps médical. On suit les conseils du psychologue, de parler tout le temps avec lui, de lui expliquer les choses, d'être un ami plus qu'un père qui lui donne des ordres, soit moi ou ma femme. Il y a une petite amélioration et ça nous donne de l'espoir qu'il va surmonter les séquelles de la guerre et de toutes les choses atroces qu'il a vues. Mon premier souhait est que la paix revienne en Syrie. La Syrie est un beau pays et c'est dommage qu'il soit détruit. Mon deuxième souhait est aussi d'en finir avec le chemin de la migration. J'aimerais que ma famille vive dans la stabilité et que mes enfants puissent grandir comme tous les autres enfants et en bonne santé. Ceci est mon souhait.
Avant l'été 2015, la consultation santé migrants à l'hôpital des enfants à Genève accueillait près de 60 nouveaux patients par mois. Une affluence qui s'est renforcée, même doublée ces derniers mois. La docteure Clara Posfet-Barbe témoigne de l'état de santé psychique des enfants migrants, dont certains ont vécu la guerre. Les enfants qui ont des problèmes psychiques, c'est vrai que c'est compliqué au sein d'une même famille, puisque c'est des enfants qui deviennent souvent difficiles. Et n'empêche qu'au niveau général, ça a une importance vraiment primordiale, puisque c'est des enfants qui, du coup, de façon globale, vont moins bien, mangent moins bien, dorment moins bien, peuvent être agressifs ou au contraire complètement retirés. Et de ce fait-là, ils ont des conséquences sur leur santé somatique aussi, puisque en mangeant moins, ils perdent du poids ou bien ils ne grandissent pas. Ils peuvent avoir des conséquences sur leur santé, du coup avoir des troubles d'apprentissage s'ils vont déjà à l'école, ou bien des troubles d'apprentissage par rapport à leur développement s'ils sont plus jeunes. Les problèmes de comportement peuvent avoir des conséquences sociales, puisque c'est des enfants qui soit se retirent complètement, ne veulent pas interagir avec d'autres, soit deviennent nerveux ou agressifs, et du coup les gens ne veulent pas interagir avec eux. Donc ça les isole encore plus de ce qu'ils ont comme problème vis-à-vis de la langue ou de leur histoire migratoire. Notre consultation est impossible sans interprète. C'est-à-dire qu'on ne peut pas avoir de façon fiable des informations concernant la santé d'une personne en utilisant le langage des signes ou des tablettes traductrices. C'est indispensable pour nous de travailler avec des interprètes parce que justement les histoires sont complexes et qu'on se rend compte que si on ne pose pas des questions précises, on n'a pas de réponse précise. Si on demande à des gens « tout va bien », ils vont dire oui, alors que l'enfant peut-être ne va pas bien du tout. Bonjour, je suis le docteur Posfet. Bonjour. Bonjour, madame. Je pense qu'après un parcours migratoire compliqué, tout le monde est en crise et du coup, c'est difficile pour les parents d'être très attentifs au début. Donc les parents aussi doivent se poser d'une certaine façon, pouvoir être calmes en Suisse et puis se sentir rassurés, ce qui n'arrive pas toujours très vite. Mais après, les signes pour les parents, c'est vraiment par rapport au sommeil, à l'alimentation et au comportement. Ça va être les premiers signes qui montrent une souffrance psychique. Ça va beaucoup mieux. Il y a des parents qui repèrent ça très bien et d'autres qui sont moins attentifs. Donc c'est vrai qu'à notre consultation, nous on pose très spécifiquement ces questions-là pour savoir comment ils interagissent avec d'autres enfants, avec leur fratrie, avec leurs parents. Est-ce qu'il y a eu un changement de comportement? Et souvent, malheureusement, on le détecte assez bien. Alors on essaye de déjà soigner les parents aussi pour qu'eux-mêmes soient des outils utiles pour les enfants, c'est-à-dire que si eux ils sont mieux, s'ils sont rassurés par rapport à leur histoire migratoire, souvent ils peuvent être des instruments de guérison pour les enfants. Et puis après, si on a l'impression qu'avec une sécurité de lieux comme en venant à Genève et puis qu'ils ne sont plus dans un milieu de guerre, si malgré ça ils ne vont pas mieux, les enfants, on les adresse au service de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent. روح على الميزان Votre but de notre consultation, c'est de rendre les enfants comme s'ils étaient des enfants suisses, c'est-à-dire avec la même possibilité aux soins, la même vaccination, le même suivi, etc. Donc je pense concrètement qu'au bout de quelques mois chez nous, les enfants sont aussi bien suivis que les jeunes voient. Bravo, super. Attends, on va regarder les oreilles. Pour mieux comprendre la santé physique des enfants migrants, nous nous sommes rendus à l'hôpital de l'enfance de Lausanne. L'équipe médicale ne comporte pas exclusivement des professionnels de la santé, mais aussi des médiateurs culturels, animateurs, chercheurs dans le domaine social.
suis venu pour ma fille en fait, parce qu'elle a des plaques d'allergie, plein de plaques rouges dans les jambes, dans les bras. Je suis venu depuis quand ils sont déjà toutes petites, que c'est un bébé. Là je suis en vacances aussi, j'ai pris les vacances pour les enfants pour garder, sinon c'est la famille qui m'aide. Sinon je m'arrange avec les grands-parents de laisser le petit là-bas. Je viens de la Turquie, et puis côté ma femme c'est du Portugal. Un hôpital à l'image de la diversité culturelle en Suisse. Les patients viennent des 4 coins du monde. Durant une journée de travail à l'hôpital, le médecin-chef Mario Guéry dresse un état de lieu de la santé des enfants. Bon, globalement, la qualité de la santé, elle est plutôt bonne. Mais c'est vrai que ça dépend. Ça dépend de tellement de facteurs. Peut-être le premier facteur qui intervient, c'est est-ce qu'on voit les patients migrants au moment où ils arrivent de leur trajectoire et de leur pays? Ça, c'est une situation d'arrivée. Ou bien est-ce qu'on voit des enfants et leurs familles après, par exemple, 6 mois ou une année de vie en Suisse, ou au contraire, après 5 ou 10 ans. C'est des moments très différents et où l'état de santé peut être vécu très différemment. À l'arrivée, par exemple, quand ils arrivent, comme actuellement, les vagues migratoires, comme on dit, qui arrivent, c'est vrai qu'il y a des problèmes de santé aigus qui peuvent être liés au voyage, avec des enfants qui sont malades, déshydratés, fatigués, dénutris, infectés, enfin beaucoup de choses, sans compter bien sûr tout l'aspect psychologique. Maintenant, il y a d'autres situations où les arrivées sont plus, entre guillemets, plus calmes ou différées quand on les voit, et où l'enfant est plutôt en bonne santé physique. Au moment de l'arrivée, c'est sûr qu'il y a un certain nombre de maladies qu'il faut dépister. Si un enfant vient d'arriver et qu'il a de la fièvre, il faut penser malaria. Il faut dépister une tuberculose si tous ou suivant les conditions des parents où il a passé, s'il a passé dans des prisons, dans des camps de réfugiés, la tuberculose se répand. Ensuite, il y a quelques carences qui peuvent soit se marquer au niveau dentaire, avec des états de délabrement dentaire importants, ou au niveau de certains déficits nutritionnels. Mais le rachitisme, par exemple, qui est un grand classique, ou la malnutrition, ça reste rarissime. Je suis la grand-mère de Taylor. Il a 3 ans. Depuis de nombreuses années, depuis qu'il est né, il a des problèmes de respiration. Quand je suis arrivée à l'hôpital, les infirmières étaient avec lui, en train de lui parler, de jouer avec lui, et cela me rend très heureuse. C'est aussi un soutien qu'elle nous apporte en ces moments si difficiles. Il est vrai que si je n'avais pas été là, cela aurait été un peu compliqué avec la garde de Taylor, car mon fils travaille, la mère de Taylor aussi, et moi aussi je travaille, mais par hasard, aujourd'hui j'ai congé toute la journée, et c'est pour ça que j'ai pu venir à l'hôpital. Mais je lui dis à mon fils qu'il ne faut pas s'inquiéter. Si Taylor reste tout seul, les infirmières vont lui porter de l'attention, il va être bien. Pour moi, c'est normal de m'occuper de mon petit-fils. C'est d'ailleurs mon travail en Suisse. Je garde des enfants et bien entendu, garder mes petits-enfants, c'est normal. Maintenant, il faut être patient. Espérons qu'ils ne doivent plus revenir à l'hôpital. Docteur Guéry, est-ce que les problèmes d'asthme chez les enfants, c'est récurrent? Ça nous occupe, nous, ouais, beaucoup, ouais, énormément, ouais. C'est une des pathologies les plus fréquentes qu'on a aux urgences. Alors qui est majorée pendant les périodes d'hiver ou les périodes de froid qui commencent comme maintenant, mais qu'on voit tout au long de l'année aussi. Et c'est en progression pour probablement 1000 raisons. Une des raisons assez classique, c'est quand même la présence pour les enfants de tabagisme passif. Il y a beaucoup de tabac dans l'environnement et les enfants qui reviennent, même s'ils ont des fois des facteurs allergiques, mais le tabac, c'est quelque chose d'important. Plus la situation est difficile, plus la situation est précaire et plus les soucis liés à la vie de société, en particulier tous les aspects nutritionnels, une explosion des questions d'obésité par exemple, la fascination et la dépendance des écrans font que
ces enfants de familles migrantes sont frappés souvent de plein fouet par ces fléaux. De nouveau, il ne faut pas généraliser, mais c'est quand même une tendance. On a fait ici, à l'hôpital d'enfance, il y a quelques années, un espèce d'état des lieux sur la santé des populations clandestines, ici à Lausanne, où l'état de santé des enfants était objectivement plutôt bon, mais après une année, rien qu'une année passée ici, il y avait véritablement une explosion d'obésité, déjà chez les tout-petits. La population migrante est dans un très grand déficit d'information par rapport aux attitudes de prévention. Ça, c'est le facteur lié à la non-connaissance ou le fait que le système ne fait pas assez pour ça. Pour permettre à tous d'avoir accès à l'information, de nombreuses mesures sont mises en œuvre. La plateforme web Miges Plus, conçue par l'Office fédéral de la santé publique, permet de consulter des contenus en plusieurs langues. Il existe aussi des associations d'aide aux parents, telles que les Ateliers du Cœur, qui apportent aux familles ayant un enfant malade un soutien, qu'il s'agisse d'une aide administrative ou d'une garde à l'hôpital. Une fois que le pédiatre a annoncé la maladie de l'enfant, bien sûr, il fait tout ce qui est en son possible pour transmettre les informations, bien expliquer la maladie, mais je me rends compte que les parents, il faut voir ce que ça sonne chez eux, quel timbre ça a d'entendre la maladie qu'a leur enfant. Et puis après, c'est pas parce qu'ils ont eu l'information qu'ils vont forcément faire les démarches. Alors déjà au moment de l'entrée à l'hôpital, c'est de savoir comment ils vont pouvoir s'organiser pour faire un tournus de garde, parce que des fois les hospitalisations sont de court séjour, mais des fois elles peuvent être très longues. Donc du coup, votre vie est rythmée autour de cet enfant hospitalisé. C'est rigolo. Laetitia passe de longues journées à l'hôpital au chevet de sa fille Maëlys, opérée des hanches. Donc voilà, on est là depuis 4 semaines, on espère que ça dure encore 2 semaines, maximum, on verra. Après, il devrait y avoir 3 mois de plâtre, à peu près, et puis on espère que tout se passe bien, et puis sinon il y aura peut-être encore une opération. Donc on verra, on va y aller petit à petit, une chose après l'autre, et puis on espère y arriver comme ça. C'est tout par vague, il y a des moments ça va extrêmement bien, et puis il y a des moments c'est plus difficile, où tout d'un coup on se dit mais on va jamais s'en sortir, c'est long, on n'a plus de courage... On n'a plus de ressources, on en a ras-le-bol, donc là ça devient plus difficile. Mais de nouveau, on se sent épaulé. Quand moi j'en peux plus, je peux aussi venir ici avec son lit, il y a les éducatrices qui prennent le relais un petit moment, je peux rester là. Il y a les infirmières qui sont aussi vraiment là, à l'écoute. Enfin voilà, on n'est pas non plus tout seul dans la galère, quoi. Et ça c'est vraiment précieux. On a eu plein de soignants différents qui ont chacun et chacune apporté leur culture, leur petit accent sympa, les choses comme ça. Donc, ouais, non, c'est vraiment chouette. Moi, je me sens bien ici par rapport au fait qu'on doit être là longtemps. On a combien de patients à voir ? Nous, on a la chance, mais une fois de plus la chance, parce que le praticien, le médecin de famille ou le pédiatre, il n'a pas forcément cette chance-là de travailler en permanence avec des médiateurs culturels qui sont vraiment intégrés aux équipes, qui font partie du personnel soignant de l'hôpital. Ce qui fait qu'une certaine culture s'est instituée depuis de longues années ici. Culture qui est aussi enrichie par le fait qu'une bonne partie du personnel de santé est lui-même aussi issu de l'immigration. Vous passez à la hauterie ? Oui, elle m'a dit de venir ici. C'est juste pour l'infirmière de l'inscrire en fait. J'étais étonnée de voir autant d'infirmières qui viennent d'ailleurs. Alors c'est vrai, en tant que quelqu'un qui vient d'ailleurs, on se sent pas seul en tant que migrant. Chaque patient a leur croyance, chaque patient vient avec leur expérience aussi. Il vient d'Afrique, il vient d'Amérique du Nord, il vient d'Asie, c'est vraiment très diversifié. Et puis ça veut dire que nous, en tant que soignants, si on est suisse ou pas suisse, on doit aussi adapter nos soins et notre accueil à chaque patient. L'hôpital, quelque part, il appartient, il n'est pas à nous, il est à tout le monde et en particulier aux familles qui viennent s'y faire soigner, c'est un bien public. Donc il a ce devoir d'ouverture.
Et ce qui est bien avec les populations migrantes, c'est que Bajota, il nous aide à nous décloisonner. Alors clairement, le plus emblématique, c'est la salle dite de réanimation. Vous savez, dans les hôpitaux, la salle de réanimation, c'est l'espèce d'endroit inaccessible, sauf au Dr House. Et puis, dans cette zone où l'enfant est souvent gravement malade, mais quand c'est des familles migrantes, tout le monde est là, quoi. Alors que normalement, ça ne doit pas être comme ça. Donc, et puis, en fait, la culture de la famille avec l'enfant, y compris en réanimation, est maintenant quelque chose qui est institué au niveau international. Il y a même les recommandations de l'Académie américaine qui disent il faut. Mais nous, on faisait ça bien avant grâce aux migrants. De l'hôpital, on est très content de l'hôpital. On remercie l'hôpital. Aussi parce que Douane est beaucoup mieux. On est content d'aller chez nous. Ici, les migrants, malgré tout leur parcours des fois très difficile, mais avec les enfants, c'est vrai qu'ils participent à un certain... au fait qu'on garde le moral et le sourire grâce à eux. Le sourire, une mission pas impossible pour les clowns de l'association Hopi Clown, qui déambulent dans les couloirs et les chambres de l'hôpital des enfants de Genève. Leur objectif, semer le rire, la poésie et l'imaginaire. Du moment qu'on sort de ce local, on est en jeu, en clown, et on est en interaction avec tout le monde aussi, que ce soit le personnel soignant, les nettoyeurs, les parents. Le clown, c'est un personnage sociable, donc il aime le contact humain. Donc on essaie de faire fleurir ça au maximum. Un enfant qui est dans une situation de maladie très grave, et qu'il est malade, dirons-nous, à 80%, eh bien nous, on va essayer de cibler vraiment sur ces 20%, sur ce reste de vie qui est là, et essayer de le faire un peu fleurir, essayer de changer un peu son univers pour amener autre chose, une autre énergie, un peu de, si possible, le faire rigoler, un peu de bonheur, de chansons, de légèreté, de choses comme ça. On s'adapte vraiment aussi à l'âge, aux situations, des choses comme ça. C'est sûr que vous n'intervenez pas la même chose avec un enfant de 3 semaines ou bien un adolescent de 15 ans. C'est pas le même type de jeu. Et puis il n'y a pas que les enfants, il y a aussi les parents. Donc ils font partie intégrante du jeu et on les prend toujours en considération aussi, quoi. Donc on essaie d'amener quelque chose, on essaie d'amener de la vie, quoi. Continuer à faire fleurir ça. Attends, la bouille pour que il faut le nettoyer. Arrête de toucher à ça, toi. Oh, c'est vrai, là. Mets-toi. C'est bon là, ça va. Qu'est-ce que tu fais avec une couche, toi là? C'est bon, on se calme, hein. C'est pas une couche, c'est un mouchoir. Non, mais c'est que tu veux. Tu dis, il y a de la place. Hein. Des fois, on a des parents qui nous disent ça fait 15 jours qu'il est là, il n'a pas souri une fois, merci. Et donc, nous, c'est que du bonheur. On dit waouh. Alors, avec la magie du costume, du nez, je ne perçois pas tout de suite la maladie, ou c'est pas ce que je vois en premier chez l'enfant. Pour moi, l'enfant, il est, oui, bien sûr, il est peut-être avec ses bobos, avec sa maladie, mais c'est avant tout un enfant. Quando, como y donde, tú siempre me respondes. Quizás, oh pardon, en plus je me plante. Quizás, y así pasan los días, y yo desesperando, y tú contestando. Quizás,
quizás, quizás, quizás, quizás.